Le 26 septembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte et l'architecte Léon Vaudoyer posent la première pierre de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, renouant avec la grande architecture de la cathédrale, alors abandonnée en France depuis près d'un siècle. L'édifice, long de 142 mètres et culminant à 60 mètres au niveau de ses tours, devient le plus vaste bâtiment de la cité phocéenne. Il s'agit du plus ambitieux projet d'architecture religieuse en France depuis l'époque gothique. Nous sommes au début des années 1850 et l'architecture française est alors principalement marquée par deux tendances. La première est encore celle du néoclassicisme, en vogue depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui entretient un lien fort avec l'esthétique du temple grec. C'est par exemple le style de l'église Notre-Dame de Lorette à Paris, construite par Hippolyte Lebas entre 1823 et 1836. Ou encore celui de nombreux palais de justice, comme par exemple celui de Lyon, construit par Louis-Pierre Baltard dans la décennie 1830-1840. La deuxième tendance est celle de l'historicisme, qui dans l'héritage du romantisme cherche à construire ou à restaurer des édifices dans des styles du passé. Il s'agit particulièrement de la dynamique du célèbre Eugène Viollet-le-Duc, qui porte à son sommet l'architecture néo-gothique avec le chantier de reconstruction du château de Pierrefonds en Picardie, ou encore la restauration de Notre-Dame de Paris. Pour Viollet-le-Duc, le principe d'unité stylistique d'un édifice reste incontournable. Pour conserver une approche pure de l'art, l'architecte doit faire le choix d'un style sans mélanger les références. Avec sa major, Léon Vaudoyer prend le contre-pied de cette position, car il mélange des références architecturales historiques. On parle alors d'architecture éclectique. On y retrouve entre autres des emprunts à la cathédrale Saint-Marc de Venise, ou encore à Santa Maria del Fiore à Florence. Mais pour schématiser, on peut avant tout distinguer dans la major une tendance orientale et une tendance occidentale. Le plan au sol de l'édifice l'illustre. Il réalise en fait la synthèse de trois plans. La nef et ses deux collatéraux renvoient premièrement à un plan basilical classique, qui est celui des basiliques chrétiennes de l'Antiquité. Il y a ici référence à un horizon architectural occidental, celui des débuts du christianisme en Europe. Mais l'édifice respecte également le plan en croix latine typique des cathédrales romanes. On y retrouve une nef principale, un transept, un chœur et une abside. L'univers architectural occidental, invoqué par le plan en croix, est renforcé par la façade et ses deux tours, qui fut inspiré à Vaudoyer par les grandes cathédrales gothiques françaises, à commencer par Notre-Dame de Paris. Mais il existe encore un troisième plan. Par l'ajout des chapelles latérales, établissant un lien entre le transept et l'abside, l'architecte inclut dans sa cathédrale un plan central, caractéristique des églises d'Orient. L'emploi des coupoles, l'usage de l'art de la mosaïque, qui fait écho à l'architecture de Ravenne, nous renvoie ici à l'univers byzantin. Cette combinaison architecturale de l'Orient et de l'Occident n'est pas innocente. Elle est le reflet des dynamiques politiques et économiques de Marseille en ce milieu de XIXe siècle. En effet, après une longue période de stagnation, la cité phocéenne connaît à partir des années 1830 une véritable explosion économique. Il y a d'abord la conquête de l'Algérie en 1830, qui ouvre la France sur la Méditerranée. Puis un développement du commerce dans la dynamique de la révolution industrielle.
Louis-Napoléon Bonaparte oriente par la suite la France vers une politique d'ouverture et d'influence sur le bassin méditerranéen. Il participe entre autres à l'unification de l'Italie, effectue un rapprochement avec l'Espagne d'Isabelle II et combat l'Empire russe en Crimée en 1853. Dans ce contexte, Marseille devient un grand port industriel, une porte du pays ouverte sur le commerce international. Dans les esprits, Marseille devient le lieu du départ vers un ailleurs fantasmé. Elle devient la porte de l'Orient. C'est ce que montre par exemple une fresque peinte par Puvis de Chavannes pour le grand escalier du musée des Beaux-Arts de Marseille au Palais Longchamp. Cette notion de porte de l'Orient s'explique par l'héritage romantique qui voit se développer un courant orientaliste. Un ouvrage comme Les Orientales de Victor Hugo ou encore Salammbô de Flaubert en sont des témoignages. On peut encore penser à tout un courant de peinture qui s'exprime par exemple avec Delacroix. Ainsi, dans ce contexte d'ouverture économique, Marseille devient un espace intermédiaire. Vieille ville française, elle se doit de respecter une tradition architecturale occidentale dans sa nouvelle cathédrale. Mais elle doit également incarner l'ouverture vers le monde qui prend le visage d'un Orient fantasmé. En 1852, un tel projet est tout à fait novateur. En effet, la Major est le premier grand édifice religieux d'architecture éclectique construit en France. Si l'on pense à ses équivalents parisiens, comme par exemple l'église Saint-Augustin de Victor Baltard, ou encore l'église de la Sainte Trinité de Théodore Balue, on constate qu'elles ont été construites dans la décennie 1860, soit une dizaine d'années après la pose de la première pierre de la Major. La basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, ou encore Notre-Dame de Fourvière à Lyon, sont pour leur part encore plus tardifs, puisque ces projets ont été initiés dans les années 1870. Ainsi, avec Sainte-Marie-Majeure, Marseille se place en tête des dynamiques architecturales du pays. Elle devance la capitale et assied sa place de grand port international. Un autre édifice emblématique sera construit à Marseille en parallèle de la Major. Il s'agit de la basilique Notre-Dame de la Garde, petite sœur de la cathédrale, conçue par l'élève de Léon Vaudoyer, l'architecte Henri Espérandieu. Mais ça, c'est encore une autre histoire.